Bonjour à toutes et tous, merci de l'accueil, ça me fait plaisir. C'est la première fois que je viens faire un séminaire dans un laboratoire extérieur, puisque je suis en poste depuis, à Nanterre, c'est ma 3e année. Donc voilà, je suis jeune maître de conf. Donc je suis aussi psychologue clinicien et vous allez le voir, ça va se sentir aussi dans ma présentation sûrement, sur mes thématiques de recherche. J'ai eu une pratique hospitalière et là j'ai une pratique libérale depuis que je suis en poste, parce que moins de temps pour ça. Je vais vous parler, je vais présenter un peu où je me situe et d'où je parle par rapport à mes problématiques de recherche, et ensuite je vous présenterai le plan que j'ai prévu pour aujourd'hui. Donc le but, c'est de vous parler de cette thématique qui a fait l'objet de mon travail de thèse depuis 2016, et au-delà de la thématique, je vais rajouter des informations sur les connaissances actuelles sur le sujet, parce que je suis devenu un peu expert depuis 2016, et vous parler de 2 projets de recherche que j'ai en tête, dont un qui commence et un autre peut-être commencera avec Raphaël notamment. Donc j'ai fait ma thèse sur l'implication des pensées répétitives, des croyances métacognitives dans la compréhension et le traitement des conduites addictives. Cette thèse a fait l'objet de plusieurs papiers que vous pourrez aller voir, mais la première question c'était quelle est l'implication des pensées répétitives et des croyances, et le but c'était un peu de pousser un peu les connaissances qu'on avait sur le sujet. Je suis allé compléter des modèles, on avait déjà des connaissances à ce moment-là, donc j'ai complexifié un peu les choses. Et le deuxième axe qui, entre guillemets, est la suite logique de ce premier axe plus fondamental, c'est un axe appliqué, c'est de savoir est-ce que les pensées répétitives, les ruminations, les inquiétudes que je vais un peu présenter peuvent être une cible d'intervention utile dans l'accompagnement addictologique. Et là, j'ai publié une case study, là c'est le début, mais l'idée c'est de voir si on peut faire de la psychothérapie personnalisée et cibler ce processus quand il est actif, quand c'est la fonction du comportement chez les personnes qui consomment. Juste pour dire quand même que je travaille sur d'autres choses en parallèle, je développe entre guillemets une expertise d'évaluation, et le laboratoire dans lequel je travaille est spécialisé dans l'évaluation d'interventions, 2 types d'interventions qui n'ont pas trop à voir, c'est pas de la psychopathologie cognitive. Une première qui vise à implanter et tester un programme de prévention du binge drinking, donc ça a quand même un lien avec la problématique addictive, mais là par les pairs, donc on forme des étudiants et on leur demande d'intervenir et faire de la prévention. Et on évalue dans quelle mesure les étudiants qu'on a formés sont efficaces et dans quelle mesure une culture de la prévention se déploie. Et l'autre, c'est un projet un peu plus différent. Ça a été de tester un jeu vidéo dans lequel on a eu un peu l'audace de proposer aux jeunes d'incarner soit des dealers, soit des vendeurs d'alcool pour découvrir les stratégies marketing que ces gens-là utilisent en général envers eux. Et donc de leur proposer d'incarner ça et voir si, grâce à ça, ils devenaient un peu plus critiques envers les techniques marketing dont ils sont la cible. Et enfin, dernier point qui a plus à voir avec ma pratique de psychothérapeute, c'est une thèse qui vient de démarrer, c'est un projet important, donc voilà, je tiens à communiquer dessus de plus en plus, sur ce qu'on appelle la validation en psychothérapie, c'est quand on valide quelqu'un, qu'on lui dit que son ressenti, ses pensées sont valides, justes et utiles, et on est en train de tester et d'essayer de comprendre ce phénomène et voir si on peut former les futurs psychothérapeutes un peu mieux sur cette question, parce qu'on pense qu'elle est essentielle. Et c'est une thèse qui est co-andrée avec Cyril Bouvet, qui est professeur dans mon labo. Alors ce que je vous ai prévu pour aujourd'hui, c'est donc mes travaux de psychopathologie cognitive sur les pensées répétitives. Vous voyez, donc j'ai 5 points à vous proposer, on verra si j'ai le temps de tout traiter. Parler un peu du concept, parce que il y a plusieurs théories autour du concept de pensée répétitive négative, et moi il y a 2 théories particulières qui sont pas forcément les plus mises en valeur, mais qui ont un pouvoir explicatif hyper important, et donc j'aime présenter les données disponibles sur l'usage d'alcool, et notamment à travers mes travaux et d'autres, les projets qui sont associés dans la continuité de ce travail de thèse, j'ai aussi travaillé sur l'usage de cannabis, qui était un peu plus nouveau, on va dire, ce qui était un peu plus novateur dans mon travail, c'était d'aller voir chez les consommateurs de cannabis, est-ce qu'on pouvait effectivement aussi observer des liens entre le fait de ruminer et de fumer. Et je vous présenterai un projet qui se développe là depuis cette année. Alors, les pensées répétitives, il faut l'envisager comme un processus universel et normal, c'est-à-dire qu'on rumine tous, on s'inquiète tous. Si je vous demande là de réfléchir à la dernière fois où vous êtes parti dans vos pensées, vous allez peut-être observer que la raison pour laquelle vous avez commencé à ruminer, c'est qu'il y a un but de vie, quelque chose, un but à vous, peu importe lequel, qui a été un peu interrompu.
Mais ça peut être rien, ça peut être j'ai pas pu finir mon PowerPoint et donc je commence à y penser. Et ça, selon deux théories, la théorie des préoccupations actuelles de Klinger et de Martin Tesser, qui sont plutôt des théories socio-cognitives, pas de psychobato. Les pensées répétitives, c'est un processus de pensée qui est ordinaire, passager et la plupart du temps adaptatif. Et ces théories ont un pouvoir explicatif vraiment grand parce qu'elles permettent de penser et les ruminations d'un point de vue normal et psychopathologique, l'excès de rumination. Et c'est pour ça qu'elles sont intéressantes, je trouve. Et je vous invite à aller lire les travaux de Klinger sur les préoccupations actuelles qui dit que le fait d'être préoccupé en fait, par quelque chose donne en gros un traitement cognitif privilégié. C'est toute la question des biais cognitifs, mais il va un peu plus loin. Et c'est ce qui expliquerait les thèmes des ruminations, par exemple. Les gens qui ont des problèmes d'alcool vont plus ruminer sur leurs problèmes d'alcool parce qu'en fait, ça devient une préoccupation dans leur vie. Et donc, on se met à ruminer sur des thématiques spécifiques. Et les études sont assez belles. Ils testent sur des gens qui dorment et ils leur demandent leurs préoccupations. Et dans leur sommeil, ils vont leur glisser des mots en lien avec leurs préoccupations. Et ils regardent si ça déclenche des rêves. Et effectivement, ça déclenche des rêves en lien avec leurs préoccupations. Donc, il y a vraiment un traitement cognitif qui soit conscient et inconscient, implicite plutôt, qui va déclencher ces processus en lien avec des buts non résolus, des préoccupations actuelles. L'autre théorie importante autour de ce concept, c'est la question des habitudes mentales. Alors nous, en psychopathologie, et notamment en France, moi j'ai jamais vu de cours, on m'a jamais parlé de ça, des habitudes mentales, mais c'est l'idée que on peut, un état, entre guillemets, de pensée répétitive, centré sur les buts, donc tout un chacun, on va se mettre à ruminer de temps en temps. Par apprentissage, ça peut devenir une habitude. Et il y a une définition de ce qu'est une habitude mentale, qui est assez précise, et ça peut devenir un trait, en fait, ça peut devenir une façon de fonctionner, et donc un mode de réponse au stress. Je ne sais pas pourquoi mon diapo avance tout seul. Ça peut devenir un mode de réponse au stress qui devient un peu privilégié chez certains, et donc on peut aussi du coup l'envisager comme une stratégie de régulation émotionnelle, puisque c'est un mode de réponse au stress. Et cette fois-ci, par contre, ça concerne moins de gens. C'est plus un processus universel et on le retrouve chez certains et pas chez d'autres. Cette réponse un peu privilégiée. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un processus qui est en fait normal et assez universel chez tous et donc n'a pas de conséquences, entre guillemets, si ce n'est de pouvoir nous aider à résoudre des buts. Parfois, va faire chuter l'humeur, mais de manière générale, est plutôt adaptatif. Un autre concept s'est développé dans le champ, c'est le concept de pensée répétitive, cette fois négative. Et cette fois, on considère qu'il est pathogène. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que quand on a un niveau élevé de pensée répétitive négative, en fréquence et aussi en intensité, on voit la détresse émotionnelle qui s'amplifie, on voit que ça interfère nos capacités à résoudre des problèmes, que ça réduit nos comportements d'approche vers l'objet de notre peur, que ça interfère avec la concentration et même la sensibilité au contexte, donc on apprend moins bien quand on rumine et qu'on se retrouve dans des contextes, et enfin que ça favorise les comportements impulsifs, et évidemment c'est aussi ce qui nous intéresse ici. Juste pour dire qu'il y a eu beaucoup d'études qui sont intéressées au processus en tant que tel et ils ont montré qu'il y avait des caractéristiques communes aux inquiétudes, aux ruminations post-mortem dans l'anxiété sociale, etc. et qu'on pouvait considérer que c'est le même processus, tout ça. Et que les caractéristiques communes, c'est que ça soit répétitif, intrusif, qu'il y ait des difficultés à s'en désengager de ce processus, qu'il y a des croyances autour, souvent, c'est utile mais c'est inutile, que c'est très interférent, donc ça nous empêche de faire autre chose. Et ça, c'est les travaux les plus récents d'Edward Watkins, qui aurait un mode verbal plutôt et abstrait associé à ce processus, plutôt que concret et imagé. Je m'appuie moins sur cette théorie, j'avoue, parce que j'ai un peu plus de réserve sur le fait qu'on puisse catégoriser d'abstrait et de verbal systématiquement. Donc un processus pathogène qui a été bien décrit et identifié et qui porte maintenant le nom de pensée répétitive négative. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce processus, particulièrement, c'est qu'il semblerait être transdiagnostique. En gros, chez toutes les personnes qui portent un trouble, on retrouve des niveaux élevés de rumination, très. Donc ils ont quasiment tous tendance à ruminer beaucoup et de façon systématique. Ça en fait un facteur de risque assez proximal des symptômes, mais aussi un facteur de développement et de sévérité, un facteur de maintien. Quand on étudie des gens de façon longitudinale, notamment dans les troubles anxio-dépressifs, on voit que ceux qui ruminent le plus, c'est ceux pour qui la dépression dure le plus longtemps, qui ont plus de mal à s'en remettre, et que ce n'est pas seulement un symptôme qui serait autour de la dépression, mais plutôt qui expliquerait assez bien le développement et le maintien du trouble.
Et c'est d'ailleurs pour ça que les programmes de prévention de la rechute dépressive ciblent ça. Par exemple, le MBCT, le programme de pleine conscience, cible très spécifiquement la modification du rapport à ses pensées et notamment la réduction des ruminations. Et ça serait d'ailleurs un des facteurs explicatifs de son efficacité. Alors maintenant, je vais vous présenter plus spécifiquement des travaux sur l'usage d'alcool et qu'est-ce qu'on sait sur ce processus au sein du trouble d'usage d'alcool. Alors on a finalement, depuis les premiers travaux, ont maintenant peut-être, je crois que c'est 2004, quelque chose comme ça, donc on a une vingtaine d'années. Et donc on a des données autant transversales, longitudinales, expérimentales et même qualitatives récentes sur cette question-là. Et ce qu'on sait, c'est que déjà, les gens qui ont des niveaux élevés de rumination et qui ont des problèmes d'alcool, c'est associé à leur niveau d'usage et à la sévérité du trouble. Que c'est un facteur de rechute post-traitement, c'est-à-dire en gros ceux qu'on traite et qui répondent bien au traitement mais qui ruminent le plus, ils ont plus de risques de rechuter. Mine de rien, on a cette hypothèse fonctionnelle de dire oui, les gens peut-être boivent pour calmer leurs pensées, et ça a été testé expérimentalement. Visiblement, ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y a que la faible dose d'alcool qui calmait les pensées. Mais l'alcool calme bien les pensées, en fait, de façon expérimentale en laboratoire. Ça, c'est décrit cliniquement par nos patients depuis longtemps, mais on l'a prouvé. Et des travaux aussi expérimentaux sur le fait que quand on induit de la rumination chez des gens avec des tâches d'induction, les gens vont avoir envie de consommer. Et cet effet est d'autant plus fort que la personne a un trouble sévère. Et enfin, des données plus récentes, je suis content de vous partager, des données qualitatives qui montrent que quand on étudie de façon qualitative et qu'on interviewe des personnes qui ont des problèmes d'alcool, on peut leur demander leur rapport à leurs pensées, à leur rumination, etc. Et ce qu'on voit, c'est que ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, l'alcool induit des ruminations, que les ruminations induisent des envies d'alcool, que ces gens-là n'arrivent pas à déterminer est-ce que c'est l'émotion qui déclenche la pensée qui déclenche l'émotion, et que c'est un espèce de mélange entre rumination et émotion négative, et qu'une des émotions qui est souvent associée, c'est la culpabilité et aussi la honte. Donc là, on pourrait avoir une émotion un peu plus spécifique du lien associé aux ruminations, et donc il y aurait une thématique peut-être, et ça se tient bien en fait, parce que la plupart du temps, ils vont boire, mais ils sont dans l'excès d'alcool, ces personnes, et du coup, ça doit déclencher une interruption des buts, mince, il faut que je me soigne, et hop, on voit le cycle de rumination qui se déclenche, et probablement avec des pensées plutôt culpabilisantes. Alors là, quand je vous montre ça, on se dit, c'est génial, c'est hyper associé. Alors évidemment, il y a des résultats divergents comme d'habitude. En gros, il y a des études qui ne montrent pas ça, qui ne montrent pas de lien, pas avec les inquiétudes, pas forcément avec les ruminations, pas toujours, etc. Alors, ce qui est chouette avec ça, c'est qu'on peut se poser la question de pourquoi. Je vais faire plusieurs propositions. La première, c'est que peut-être qu'il y a des études qui sont intéressées en population non clinique et qu'en fait, ce lien, il disparaît en population non clinique. Pourquoi ? Vu que je vous ai expliqué que les ruminations étaient très associées à des affects négatifs, en fait, il est probable qu'en population clinique, c'est des gens qui souffrent, qui n'ont pas des niveaux de dépression, d'anxiété, de culpabilité suffisamment forts pour que les ruminations entraînent des comportements impulsifs. Et ça a été les travaux de Selby, notamment, il a développé une théorie qui s'appelle la théorie de la cascade émotionnelle, notamment chez les borderline, qui montre qu'il y a un effet synergique et exponentiel entre émotion et rumination, et c'est ce qui expliquerait les comportements très externalisés des personnes borderline, c'est qu'en fait elles ressentent de la colère, elles ressentent une émotion négative qui déclenche des ruminations pendant plusieurs heures, et il montre qu'à 2 à 3 heures après un épisode de rumination, il y a des comportements impulsifs qui apparaissent. Et donc il parle de cette cascade émotionnelle, comme si au bout d'un moment ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et il y a un comportement impulsif qui apparaît. Et en fait dans ces travaux-là qu'il a fait en EMA, donc c'est des travaux qui sont quand même assez fins, il suit les personnes qui ont des hauts niveaux d'impulsivité ou qui ont un trouble borderline, et il montre qu'il y a un effet donc synergique, émotion renforce rumination, rumination renforce émotion, et en plus exponentiel. Donc en fait, il y a vraiment un truc qui monte comme ça, une courbe inversée comme ça qui monte, ou dans l'autre sens. Et du coup, peut-être que, et on le voit là, dans ces schémas, c'est chez les personnes qui ont des niveaux de rumination élevés qu'on voit des liens forts avec les comportements impulsifs, et chez les personnes qui ont des niveaux élevés aussi d'émotions négatives. Donc peut-être que ce lien entre psychopathologie et rumination peut s'observer chez des personnes qui ont des niveaux élevés sur le plan émotionnel d'activation. Et par exemple, chez les borderline, on le sait bien, quand ils font face à un événement douloureux, ils vont monter plus vite, plus haut, et ils vont avoir plus de temps, ils vont mettre plus de temps à retrouver un niveau de base.
Et donc peut-être que ça expliquerait, là, en fait, c'est des liens qu'on observe qu'en population clinique et peut-être pas en population générale. Et il me semblait que vous aviez testé peut-être aussi ici et qu'il y avait moins de liens quand c'était des populations non cliniques, ou l'inverse, je sais plus. On pourra en discuter. Alors, comment expliquer les résultats divergents autrement? C'est qu'il y aurait peut-être des modérateurs. En fait, il y a peut-être des variables quand on étudie le lien entre deux concepts. Si peut-être il y a des conditions dans lesquelles on peut voir apparaître ce lien et des conditions, si on ne les a pas respectées, on ne le verra pas apparaître. Et ça a été l'objet de ma thèse, et notamment, on l'a un peu confirmé aussi récemment avec Raphaël et Priscilla dans un travail, c'est que probablement que ce lien, il s'observe chez des gens qui ont des croyances spécifiques à propos de leur pensée ou chez des gens qui ont des croyances spécifiques à propos de l'effet de l'alcool, en tant que produit qui peut réguler. Alors du coup, juste un petit détour par ce concept de croyance métacognitive, mais bon, vous le connaissez bien ici, mais je voudrais rappeler une étude notamment que je trouve vraiment marquante. Deux auteurs ont considéré, ont mis en avant qu'en fait, l'effet des pensées répétitives et donc son impact fonctionnel pourrait dépendre des croyances. Et donc, il faudrait observer aussi des croyances spécifiques sur les pensées, par exemple le besoin de les contrôler, pour voir apparaître, par exemple, une envie d'alcool pour contrôler ses pensées. Donc l'impact fonctionnel des pensées pourrait être déterminé par les croyances. Et là, on a une étude de Borkovec, donc, qui a développé toute la théorie sur le tag, qui a pris deux groupes d'individus qui avaient le même niveau d'inquiétude anxieuse, très élevé, donc des gens qui s'inquiètent beaucoup, sauf qu'il y en avait pour lequel il y avait un diagnostic de tag présent, et les autres n'avaient pas de diagnostic de tag. Et ce qui me permettait de les distinguer, en fait, c'est leur niveau de croyance par rapport à leurs inquiétudes. Donc il semblerait bien que l'impact fonctionnel, dans un cas, il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup, mais ils ne développent pas un problème de santé mentale. Dans un autre cas, ils s'inquiètent aussi beaucoup, mais là, il y a l'apparition d'un tag. Et ce qui permet de les différencier, il semblerait que ce soit l'évaluation qu'ils ont de leur pensée. Donc ça montre bien que ces croyances-là semblent déterminer l'effet des pensées répétitives. Et donc, ça met en évidence qu'en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont intéressés à un modèle simple d'association, pensée, consommation de substances. Et qu'en fait, il faut probablement considérer d'autres variables. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand j'ai commencé à travailler sur ces modèles de modération, de médiation, etc., j'ai compris qu'en fait, c'était des études qu'on faisait quand une question de recherche commençait à être mature. Qu'un lien avait été identifié plusieurs fois, que les résultats n'étaient pas toujours univoques, mais que du coup, on pouvait commencer à imaginer des modèles plus complexes et envisager des variables modératrices, médiatrices, etc. Et la question que je me suis posée à l'époque, c'est dans quelles conditions. Alors il y avait cette question de l'effet de genre, est-ce qu'il n'y a pas un effet de genre probable, puisqu'il y avait des distinctions entre les hommes et les femmes. Déjà on sait que par exemple les femmes ont tendance à plus ruminer que les hommes, même si l'effet n'est pas si grand que ça, mais quand même. On apprend peut-être aux jeunes filles à s'introspecter plus souvent, alors qu'on apprend aux garçons à aller jouer dehors, taper dans un ballon, ou boire de l'alcool quand ils sont en colère ou qu'ils ne sont pas bien. Et l'autre question, c'était est-ce qu'il n'y a pas donc cette influence du profil métacognitif par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant, notamment parce qu'en plus, il y a un modèle qui a été développé en 2015 qui mettait en lien pensée et croyance et tout ce lien, donc c'est le modèle de Wells et de Spada ensuite. Et donc je suis allé tester ça, et effectivement, ce que j'ai retrouvé dans mes travaux, c'est que pour la caractéristique interférente des pensées, c'était ça qui était intéressant, parce qu'il y a plusieurs caractéristiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, intrusivité, le fait que ça soit fréquent, et il y a la caractéristique interférente, c'est le fait d'être gêné. Mes pensées m'empêchent de me concentrer sur d'autres choses, quand on évalue, c'est un type d'item. Et ben, j'ai pu montrer que c'était bien associé au trouble de l'usage d'alcool, mais uniquement, enfin cette association était, vous voyez les courbes derrière d'interaction, s'observer uniquement quand il y avait des niveaux élevés de croyances à propos des pensées. Et c'est des gens plutôt qui disaient « j'ai besoin de contrôler mes pensées et il faut que je les contrôle ». Et des niveaux de croyances élevés à propos de l'effet positif de l'alcool sur les émotions. Donc les gens qui disent « ouais, l'alcool en fait me fait du bien, me régule ». Et donc là, on comprend bien qu'en fait, peut-être ce lien apparaît uniquement chez ces gens-là. Et que du coup, si on l'étudie sur d'autres profils métacognitifs, on n'observera pas ce lien. En tout cas, il sera moins évident. Et d'ailleurs, les courbes, quand on voit de bas niveau, là, même si les tailles d'effet sont, les écarts, pardon, les erreurs, les marges d'erreur sont élevées, on voit que quand le niveau est faible de croyance, alors on n'observe plus de lien. La courbe est droite. Donc pour faire une synthèse j'ai produit comme ça là, une synthèse pour penser les choses. Entre mes usages d'alcool et pensées répétitives, qu'est-ce qu'on peut se dire?
qu'il y a des liens comme ça déjà bidirectionnels entre je bois, je ressens des affects négatifs, je rumine, je ressens des affects négatifs, je bois. Qu'il y a cette notion d'interruption des buts qui peut jouer parce qu'en fait, on le voit bien, avoir un problème de substance vient interrompre des buts de vie. Et les patients le disent, se sentent bloqués dans leur addiction, on voit que ça a des conséquences fonctionnelles sur la vie professionnelle, familiale, etc. Donc on peut bien imaginer que l'alcool fait ruminer, que le trouble de l'usage d'alcool fait ruminer. Il y a une question peut-être? Non? Donc là, je vous parle du deuxième interruption des buts, entre mes usages d'alcool et pensées négatives, que probablement que le fait de boire va interrompre des buts de vie, donc va créer des épisodes de rumination. Une autre hypothèse qui n'a pas encore été testée, mais il me semble que vous avez des travaux pas trop loin de ça, en tout cas, c'est de se dire qu'en fait, boire de l'alcool, ça altère le contrôle cognitif avec le temps. Et en fait, moins j'ai de contrôle cognitif, peut-être plus je vais entrer dans un épisode de rumination. Parce qu'on l'a montré aussi, les travaux en psychopathologie cognitive ont montré que ce qui favorise la rumination, c'est de ne pas être en capacité de renouveler en mémoire de travail les contenus qu'on a. Et donc là, c'est tous les tests de mémoire de travail qui montrent qu'effectivement, ce qui détermine le plus le maintien des pensées, des ruminations, c'est ça. Donc c'est de ne pas être capable de faire venir un autre thème dans sa tête, et donc on tourne en boucle. Et on sait que l'alcool, à long terme, peut avoir un effet sur la mémoire de travail. Donc en fait, peut-être qu'on observe aussi ça parce que les gens qui boivent beaucoup, au bout d'un moment, deviennent fragiles sur le plan cognitif et donc vont avoir tendance à plus ruminer. Les autres liens qu'on peut imaginer, c'est le fait que, en fait, si je rumine, ça va déclencher du craving où je vais me mettre à boire. Ou alors à l'inverse, plus je bois, plus j'ai envie de boire et du coup ça peut déclencher des ruminations parce que j'ai peur de boire si par exemple j'ai décidé d'arrêter de consommer. Donc voilà un peu une synthèse des connaissances que je vous ai présentées là sur le lien entre usage d'alcool, pensée addictive négative. J'ai rajouté ces deux liens de modération là. Il me semble que vous travaillez un petit peu là-dessus. Donc Raphaël, je sais que tu travailles sur ce lien-là à travers la notion de craving et il me semblait à travers ces notions de contrôle cognitif ou en tout cas des profils cognitifs. Moi, je vais plutôt vous parler du coup aujourd'hui d'idées de travaux autour de ces deux liens-là pour aller un peu plus loin dans la compréhension qu'on a de ces phénomènes. Et l'idée, ça serait d'aller étudier les phénomènes de rumination post-consommation. En gros, parce que ça a été assez peu étudié, qu'est-ce qui se passe quand les gens qui ont un trouble boivent, qu'est-ce qui se passe dans les heures qui viennent? Pourquoi? Parce que déjà il y a un constat clinique, c'est que la majorité des gens qui ont fait des écarts, des rechutes ou qui sont mis à boire nous disent qu'ils se sont sentis super coupables, que en fait ils ont eu honte, ils n'ont pas arrêté d'y penser, qu'ils n'arrivent pas à exercer de contrôle, etc. Ensuite, parce qu'on a des bases théoriques qui laissent à penser qu'il y a quelque chose là à étudier pour comprendre un peu plus ça. Et moi, je pense qu'il y a un intérêt clinique, et je vais le défendre là et vous dire pourquoi. Donc on a deux modèles, deux modèles. Un modèle en tout cas théorique, là, le SREF modèle de Wells, qui dit dans cette phase de post-consommation, là en bas, qu'il y aurait des pensées négatives à propos des consos qui apparaîtraient chez les personnes qui ont un TUA, un trouble d'usage d'alcool, après avoir bu. Mais ça n'a jamais été entre guillemets identifié de façon formelle. Et là, c'est le projet de recherche de cette personne à Londres là, qui a travaillé, fait les entretiens qualitatifs, qui montrent effectivement que les gens disent bien qu'après avoir bu, ils se sentent coupables, ils ont de la honte et que ça déclenche des pensées. Donc l'idée, ça serait un peu d'aller voir ça, mais de quelle façon? Je vais m'appuyer sur... je vais vous présenter un autre modèle que vous connaissez sûrement, qui est le modèle de la rechute de Marlatt et Gordon, qui parle d'un effet de violation de l'abstinence chez les personnes qui décident d'arrêter de l'alcool et qui vont se mettre à boire ou qui vont avoir une rechute. Et ça a été testé ça, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des réactions émotionnelles et cognitives quand il y a un écart ou un faux pas chez les personnes qui veulent arrêter de boire et qui se mettent à boire. Sauf que dans ce modèle, on n'a rien concernant les ruminations, les pensées. C'est un modèle qui prend que en compte les questions d'auto-attribution. Est-ce que je suis responsable de ma rechute, de mon écart? Est-ce que j'avais du contrôle dessus et j'ai pas réussi à le tenir? Qui prend en compte des variables émotionnelles. Si je me sens honteux, si je me sens coupable, alors la probabilité de rechute augmente après un faux pas.
Et c'est pour ça qu'en addictologie, on prend toujours le temps avec les patients de leur expliquer la rechute. C'est pas une exception, c'est plutôt une règle. La plupart des gens qui essayent d'arrêter de boire, on observe des rechutes et il faut s'y attendre. Et du coup, on va travailler à ce que si une rechute arrive, les niveaux de culpabilité baissent parce que je pourrais expliquer pourquoi j'ai rechuté, pourquoi j'ai fait un faux pas. Il y a des facteurs contextuels. C'est pas forcément lié à une faiblesse personnelle, etc. On passe beaucoup de temps en prévention de la rechute à travailler ça avec nos patients pour éviter cet effet de violation de l'abstinence. Et du coup, j'aimerais un peu comploter ce modèle en testant aussi, voir en fait quel est le lien. La rumination, elle a forcément sa place ici. Et finalement, est-ce qu'on peut essayer de le montrer que ce qui peut-être provoque de la rechute ou dérégule les consos, c'est effectivement l'auto-attribution, la honte, la culpabilité, mais aussi le fait de ruminer et de rester dans sa tête pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Et du coup, l'idée serait peut-être d'aller actualiser le modèle de la rechute et d'intégrer le rôle des pensées répétitives dans l'effet de violation des limites. On pourrait le faire de plusieurs façons. Je pense qu'on pourrait tester l'effet médiateur des ruminations entre honte, culpabilité et rechute, puisqu'on a montré que la honte, la culpabilité provoquaient de la rechute. Est-ce que là, ça ne serait pas l'activation des ruminations, donc un effet médiateur comme ça. Donc, parce que j'ai honte, je me mets à ruminer longtemps sur le fait que j'ai raté, j'ai pas su me contrôler, etc. Et ce qui provoque la rechute, c'est peut-être ça, en fait, cet épisode honte, culpabilité, rumination, honte, culpabilité, rumination. Et donc là, l'idée serait d'aller tester ça dans un modèle un peu complet, où on prend des variables émotionnelles, des variables cognitives, et on teste ça soit de façon transversale, soit longitudinale. Et une deuxième proposition de projet là, ça serait d'aller voir quel est le rôle avec l'interruption du but thérapeutique. Et je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant à tester. C'est que la plupart du temps, les patients qui veulent être abstinents, c'est clair pour eux. Il ne faut pas que je boive. Donc quand ils se mettent à boire, il y a un effet de violation des limites qui est clair et net. Par contre, il y a de plus en plus de patients qui arrivent avec des projets de soins au début, qui est « je veux moins boire, je veux contrôler mes consos ». Mais ce que je me rends compte avec ma clinique, c'est que ce n'est pas toujours très clair pour eux ce que ça veut dire moins boire. Et pour certains, ça veut clairement dire quelque chose. Ça va être je ne veux plus boire le week-end ou je veux boire que 2 verres la semaine. Et je pense que là, il y a quelque chose autour des buts, justement. Peut-être que quand la clarté des buts thérapeutiques, quand la clarté du but thérapeutique est élevée ou basse, eh ben peut-être que l'écart ou le faux pas conduira à de la rumination ou ne conduira pas à de la rumination. Et je pense qu'il faudrait aller tester ça, parce que ça permettrait de donner des indications. Est-ce qu'il faut au contraire clarifier les buts de façon importante ou peut-être moins importante en fonction des profils? Parce que celui pour lequel on clarifie trop, peut-être que dès qu'il va dépasser d'un verre, il va se mettre à ruminer parce qu'il a dépassé sa limite. Il y a un écart entre les soi qui se crée. Le soi idéal, c'est « je bois pas, plus de 2 verres cette semaine ». Le soi perçu, c'est « mince, je suis à 4 pintes ». Ouais. Quand tu vas mesurer ça, tu vas mesurer les écarts entre soi, mais c'est souvent une échelle, c'est très large, un peu… Je suis d'accord. J'imagine que tu vas surtout… peut-être que tu faut regarder ça sur des valeurs, mais surtout regarder c'est quoi votre objectif au départ, c'est ce qu'on fait. Exactement. Genre le 5, et l'écart entre les 5 et les 2 que j'ai évalué, donc en fait, tu vas évaluer une sorte de dissonance cognitive, je ne sais pas si on peut l'appeler ça comme ça. Et peut-être les deux en fait. Ouais, effectivement les outils, c'est là où je l'ai mis, l'écart entre les soi doit être mesurable pour la personne, mais du coup… Ton objectif, ton SMART. Exactement. Et ce ouais. que le mec fait, donc tu fais toute la semaine, tu lui fais côté, etc. Je pense que tu auras le respect de son objectif et le niveau d'écart. Ouais, tu vas faire une simple corrélation de ce que tu veux, et ça je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est une excellente… c'est vrai que cliniquement… Plus, après, sur la question de la culpabilité, je ne vais pas mal rajouter, c'est vrai qu'il y a toujours des culpabilités un peu traits et des culpabilités aussi état. Je pense que peut-être, nous on avait travaillé un peu sur les alus et on continue sur la honte, tu vois, sur la question de la honte aussi, de faire attention aussi aux échelles, les hontes traits, les hontes état. Des fois les gens honte sur un sujet, mais pas honte du tout sur un autre sujet. Voilà, je pense que… Voilà, ouais, merci. D'autant plus que j'ai participé à une revue systématique sur honte, culpabilité et alcool. Et en fait, culpabilité très protège de l'alcool, culpabilité état rend à risque. Et tout dépend des profils. Quand j'ai beaucoup de culpabilité, je vais me mettre à me réguler plus facilement. Quand c'est un trait, on va dire, si je dépasse un peu un week-end, alors je vais me sentir coupable et je vais me limiter les fois d'après. Par contre, si j'ai une culpabilité état suite à une consommation, potentiellement, là, il y a l'effet de violation de l'abstinence peut-être, et je vais me sentir nul, pas bien. Et un moyen de gérer ça, ça va peut-être être de boire plus.
Donc voilà une proposition concernant pensée répétitive et usage d'alcool. Et là, ça serait bien d'aller en population clinique. Et c'est pour ça que voilà, j'en parle aussi ici, parce que pour recruter en population clinique, il faut être nombreux et je pense qu'il faut associer les forces. Pour terminer cette présentation, je vais vous parler plutôt de l'usage de cannabis, parce que ça, il y a assez peu de travaux, beaucoup moins en tout cas que l'alcool. Mais en même temps, on voit que le cannabis peut avoir un effet assez proche de l'alcool sur la capacité à pouvoir apaiser des émotions, mais aussi, pourquoi pas, des épisodes de rumination. Et en même temps, vous allez voir, je vais vous parler aussi d'un effet potentiellement paradoxal. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Il y a des études longitudinales, donc là, c'est plutôt pas mal d'avoir ces données, que les gens qui ont tendance à plus ruminer, on observe des associations au développement d'un trouble de l'usage de cannabis à 3 ans, donc visiblement, il y a une valeur prospective. C'est peut-être un facteur de risque de développer un trouble de l'usage du cannabis. À nouveau, il faudrait voir quel type de profil de patient, il faudrait affiner ça, mais on a ces données-là. On a des données spécifiques sur l'anxiété sociale. Visiblement, les personnes qui vivent des épisodes qu'on appelle de rumination, c'est pas très joli, mais post-mortem, donc post-event processing, donc le fait de ruminer après un événement social, ça prédirait une consommation plus problématique et de l'usage. Et donc, à mon avis, toujours pareil, ça dérégule. Je pense que sur le plan émotionnel, ça ne doit pas être très agréable de scruter la situation sociale dans le détail et de se demander si on a fait la bonne blague, si on n'avait pas dit une bêtise. Et donc, ça doit pousser à consommer dans ce cas-là. Et pareil, moi, les travaux que j'ai menés, j'ai montré une association à la sévérité de l'usage problématique. Sauf que, à nouveau, j'ai retrouvé une modération avec le profil métacognitif, mais je ne m'attendais pas à ça, j'ai eu un effet inattendu. C'est qu'en fait, c'est ceux qui avaient les croyances les plus basses envers la dangerosité des pensées, le fait que les pensées peuvent être dangereuses et voire je perds le contrôle sur mon esprit, sont ceux chez qui le cannabis est utilisé peut-être pour fumer. Et l'hypothèse que j'en ai fait, c'est de dire peut-être que les gens qui ont tendance à avoir un peu peur de leurs pensées et se dire mince, si je perds le contrôle sur mes pensées, ça va être horrible. Comme le cannabis peut avoir un effet paradoxal et créer de la cogitation, peut-être qu'en fait ces gens-là disent bah non, en fait, faut pas que je fume dans ces moments-là. Quand je commence à ruminer, fume pas parce que sinon ça va être pire. Et ça, les patients me l'ont déjà rapporté. Dans les moments qu'ils appellent de bad, un peu où ils se sentent vraiment pas bien, parfois ils évitent de fumer parce que sinon ça va être pire. Et donc c'est en tout cas l'hypothèse que j'ai donnée à ce lien un peu particulier. Ce lien était observé uniquement chez les personnes qui avaient des croyances basses envers la dangerosité de leurs pensées. Et du coup, j'ai récolté quelques données qualitatives pendant ma thèse et que je traite que 4 ans plus tard, mais bon, ça c'est aussi les joies du doctorat, chez une dizaine de fumeurs de cannabis. Et donc je leur ai fait passer ce qu'on appelle le profiling métacognitif, c'est une espèce d'une guide d'entretien pour évaluer le rapport aux pensées, les pensées, etc., développé par Wells et ses collègues. Et ce qu'il en ressort quand même, c'est qu'effectivement, il y a un effet régulateur. Visiblement, ces fumeurs disaient que quand ça allait pas, quand ils commençaient à trop penser, fumer pouvait les mettre loin de tout ça, donc éviter de penser à ces problèmes. Mais certains disaient effectivement que, au contraire, parfois, le fait de fumer, ça les rendait soit parano, soit juste qu'ils commençaient à penser sans limite à leur problème le temps de la défonce, quoi. En gros, ils se retrouvent dans leur tête et d'ailleurs ils disent et quand je suis défoncé, ma copine elle aime pas parce que je suis absent, je suis dans ma tête, etc. Et donc là, il y a peut-être un truc à aller regarder un peu plus précisément. Et c'est pour ça que j'aimerais tester une échelle de mesure en fait, pour tester l'impact du cannabis sur les pensées, parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est des échelles de mesure de l'impact du cannabis sur la mémoire, sur l'attention, mais pas sur les pensées en tant que telles. Donc tout ce qui est variable cognitive. Et donc avec une étudiante de Master 1 là, qui veut m'aider sur ce travail, on va essayer de poursuivre un peu les entretiens et voir si on peut de ces entretiens faire ressortir, donc parce que je l'ai déjà observé, c'est l'effet de régulation cognitive. En gros, quand je fume, le niveau de pensée il baisse. Mes inquiétudes, mes ruminations sont moins saillantes, ça me fait du bien. Mais aussi cet effet dérégulant paradoxal, en gros ça produit des cogitations et elles sont vécues comme gênantes. Pas mal sur les effets de persécution anthroponique. Ce qui a été montré sur les effets de persécution, c'est que tu as en effet un effet du cannabis, une augmentation des effets de persécution, notamment par la question des effets corporels.
Et je sais que tu as des collègues, soit à Nîmes notamment, même si, bon, bref, tu travailles sur tout ce qui est sensation interoceptive, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est des persécutions, ce qui est très clair, ce qui se passe. Et en plus, tu as un modèle de Freeman, tu as le worry, qui est un énorme facteur de persécution. L'idée de persécution, c'est un facteur de maintien très important. Et une des autres variables indépendantes, c'est en effet le fait qu'en fait, quand ils fument, un certain nombre de personnes vont ressentir des sensations, vont commencer à se focaliser dessus, vont commencer à faire du worry, ce qui augmente les idées de persécution. Donc peut-être que tu as une variable en plus à rajouter. Quand c'est négatif, c'est quand tu as un effet corporel. C'est ce qui avait été publié dans Schizophrénie Bulletin sur le sujet. Et dans la prise en charge des idées de persécution, on se focalise en partie, il y a des modules, c'est sur les expériences anormales. Alors, des fois, c'est des hallucinations, mais c'est aussi les sensations provoquées par l'anxiété et provoquées par le cannabis qui font qu'ils se focalisent. Et là, ils commencent à s'inquiéter. Et là, ça déclenche. Donc en fait, le fait de s'inquiéter pourrait déclencher, produire de la persécution à ce moment-là. Alors, comme ça, c'est clairement montré. C'est l'étude expérimentale, l'étude de prise en charge. Freud Freeman, il a fait des dizaines d'expérimentales, des grosses interventions, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est que en tout cas, c'est les effets donc, du cannabis, c'est effet cannabis produisent des effets corporels. Les gens se focalisent. Donc peut-être que dans il faudrait en plus. Parce qu'en fait, il y a des effets. Enfin, il y a un truc interoceptif. Je sais qu'il y a des mesures interoceptives ou je sais pas quoi qui existent. Il y a Edmond qui travaille pas mal sur Anime, je crois, là-dessus. Voilà, si jamais. Ça peut être intéressant. Peut-être une variable qui est pourquoi des fois tu as un effet c'est cool et un effet c'est pas cool. Peut-être l'effet sur les sensations corporelles en plus. Et je me dis, ce qui pourrait être modérateur, c'est qu'en fait, les personnes qui s'inquiètent pour leur santé vis-à-vis de leur consommation, il y en a beaucoup, qui s'inquiètent et qui continuent à fumer, mais qui se disent, mince, je suis en train de me bousiller les poumons, ou alors... exactement. Et probablement qu'ils hyper focalisent et que ça pourrait déclencher de l'inquiétude et un côté dérégulant. Et peut-être que d'autres, c'est plus plutôt l'effet dans la tête, genre, waouh, je vais me perdre, je vais me mettre à trop penser. Et que c'est pas les mêmes peut-être modérateurs et qu'eux ils ont plus des inquiétudes peut-être vis-à-vis de de devenir fou par exemple, c'est peut-être plus des paniqueurs ou ce genre de choses. Comme par hasard, tu as des variables hétéroceptives plus aussi, les paniqueurs ils vont se focaliser sur eux. Pour regarder et interpréter négativement, c'est une métacognition. Mais cette focalisation sur le corps. Un trou panique, c'est tu as exposé réceptif. Voilà, c'était des... Ok, bah super, je vais y penser. De toute façon, je suis ouvert, ces projets démarrent. Voilà, donc j'ai présenté tout ce que je voulais vous dire. Bah voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des propositions, bah voilà, comme vous venez de faire. Merci.